Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, la clé du mystère. Nous allons parler du rêve lucide en compagnie de Didier Pénissard. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Didier Pénissard. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir de venir discuter avec vous aussi. Alors, vous avez étudié le rêve lucide, c'est bien ça? Oui, j'ai fait plus que de l'étudier, je l'ai expérimenté, et à partir d'un cheminement qui a été d'abord de m'intéresser d'abord au rêve en général. Et quel a été ce cheminement? Ce cheminement, c'est que moi je suis dans le domaine du développement personnel. Et il est évident qu'à un moment ou à un autre, toute personne qui s'intéresse au développement et à l'épanouissement de sa personnalité chemine, enfin en tout cas rencontre un croisement de chemin la notion de rêve, et notamment des rêves nocturnes. Et c'est par ce cheminement-là, en tout cas j'ai découvert qu'il y avait une autre voie qui était peut-être encore plus enrichissante, qui était celle des rêves que l'on pouvait créer de manière lucide. Alors qu'est-ce que le rêve lucide, justement? Alors déjà, avant de bien décortiquer ce que c'est qu'un rêve lucide, il faut d'abord essayer de comprendre ce que c'est qu'un rêve. Bon, déjà, la définition du rêve lucide, elle a été en fait découverte dans les années à peu près 70-80 dans des laboratoires du rêve, parce que, on va dire de manière presque quasi accidentelle, on s'est aperçu qu'en étudiant des gens qui dormaient et qui rêvaient, notamment ce fameux sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, on s'est aperçu que certaines personnes avaient dit après en tout cas en étant réveillées, en disant mais écoutez, pendant la séance ou pendant l'expérience ou pendant que vous faisiez des tests sur moi, je me suis aperçu que finalement j'étais en train de rêver, mais en même temps j'arrivais à contrôler ce qui se passait pendant que je rêvais, et j'arrivais peut-être même aussi à entendre ce qui se produisait à l'extérieur. Alors au départ, les gens qui s'intéressaient à ces sujets, notamment les chercheurs, n'y portaient pas une attention toute particulière. Ils disaient mais de toute façon, ça peut être que finalement que le rêve qui lui a déclenché ça. Sauf que on a pu un jour faire un test sur une personne qui affirmait de manière claire qu'elle était capable de diriger, de contrôler, en tout cas de rester d'une certaine manière lucide pendant qu'elle était dans les bras de Morphée et qu'elle rêvait. Et on lui a dit écoutez, puisque vous dites que vous êtes capable de faire cela, on va vous envoyer un message en vous parlant pendant que vous rêvez. Et si vous arrivez à comprendre ce qui se passe, eh bien, vous nous enverrez un petit message avec vos paupières, parce que c'est le seul muscle qui peut fonctionner pendant qu'on rêve, et vous nous donnerez un message en morse comme le morse qu'on utilise dans l'armée, si vous voulez. Et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que pendant que on a détecté sur l'électroencéphalographe que le dormeur était en état de phase paradoxale, donc il rêvait vraiment, il était dans le sommeil, là, il dormait, il rêvait. Eh bien, on a regardé ses yeux et on a observé de manière bien claire, on a filmé, et avec ses paupières, eh bien, le dormeur a transmis son prénom et son nom en morse. Donc, nous avions la preuve scientifique, la première expérimentation scientifique qui démontrait que le rêve lucide était possible. Alors, quelle est la différence fondamentale entre le rêve lucide et le rêve normal? Alors, la différence fondamentale, c'est que dans un rêve, on va dire, classique, ce que nous faisons
pour la majorité d'entre nous, hein. Nous dormons à peu près, grosso modo, 10-15 ans de sa vie à dormir, et puis 5 ans à rêver. Donc, ce qui est quand même 5 ans de rêve dans une vie en moyenne, c'est quand même très important. Le rêve classique, on va dire, il est, pour la plupart, il est, libre. C'est-à-dire qu'il ne s'auto-censure pas, et en même temps, parce qu'on est capable de tout, hein, dans un rêve. Si on a peur d'aller sur l'eau, ben là on va pouvoir le faire. Si on a peur de voler, on est capable de le faire. Enfin bref, on est capable de faire plein de choses dans un rêve. Mais le rêve garde son autonomie, si vous voulez, dans le rêve classique. Il est autonome au sens où il est capable d'imaginer, de créer, de susciter une histoire, et que cette histoire, au gré du rêve, elle va évoluer de façon autonome, sans que consciemment, sans que de notre volonté, nous disions, finalement, moi je ne veux pas aller là, et le rêve, s'il a envie d'y aller, il ira. Dans le rêve lucide, la différence, elle est là. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous prendre un exemple, vous êtes en train de rêver, vous êtes dans un couloir, et il y a une porte aux deux extrémités. Bon. Si c'est un rêve classique, le rêve classique peut dire, je vais aller au bout du couloir et ouvrir les portes, mais aussi le rêve peut décider que votre rêve, que vous n'ouvrez pas les portes. Et si c'est ainsi, vous vous réveillerez le matin frustré en disant, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte? Dans le rêve lucide, c'est là que ça devient intéressant, parce que on peut à ce moment-là prendre l'idée, le contrôle, je ne vais pas dire la volonté, parce que le mot volonté dans le rêve ne me paraît pas tout à fait juste, mais en tout cas oui, une certaine dose de contrôle en disant, finalement, ce qu'il y a derrière cette porte, ça m'intéresse. Le rêve va rester dans sa composante un rêve, c'est-à-dire avec tout le côté imaginaire du rêve, la construction du rêve, mais on pourra aller quand même ouvrir la porte pour voir ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est une différence notoire, pour découvrir si derrière la porte, il y a quelque chose d'utile à voir, par exemple. Bien sûr. Alors, quelque part, quand on est dans le rêve normal, est-ce qu'on n'est pas dans une autre forme de conscience? Est-ce qu'on n'a pas abandonné, justement, l'endroit, enfin, le monde physique où l'on vit habituellement pour se plonger dans une autre forme de conscience, mais finalement, quelque part, on serait conscient de ce que l'on fait? C'est un domaine absolument passionnant, parce que est-ce que nous sommes dans un état de conscience autre? C'est ça votre question? Oui, c'est ça. Alors déjà, d'un point de vue définition d'un état de conscience, quand on est en train d'être actif, que notre conscience est tournée vers le monde extérieur, on est dans un état de conscience. Bon. Cet état de conscience est un état de conscience dit d'activité mentale extérieure. Bon. D'un autre côté, lorsque on est dans une phase de rêve, et de rêve dans le sommeil paradoxal, entendons-nous bien, oui, nous sommes dans un état particulier de la conscience, et c'est même d'ailleurs ce qui donne ce côté paradoxal. Pourquoi? Parce que lorsque on a étudié, notamment le professeur Michel Jouvet, qui a été un des pionniers à Lyon dans les années 59 à s'intéresser à ce domaine-là, il a découvert qu'effectivement c'était un sommeil totalement paradoxal. Pourquoi? Le mot paradoxal d'ailleurs a été utilisé pour cela. Parce que quand on est dans un état de sommeil et de rêve, le corps physique est dans un état de quasi-paralysie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de substance qui est sécrétée par le cerveau, qui, pendant le rêve, nous rend dans une situation où on ne peut pas bouger les membres, ni les bras, etc. Et donc on est dans un état de paralysie. Mais par contre, paradoxalement, nos yeux sont extrêmement actifs, c'est-à-dire qu'on a des mouvements rapides des yeux, et c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs sommeil paradoxal. C'est d'ailleurs les seuls muscles qui peuvent y fonctionner. Sur le plan cérébral, on s'aperçoit qu'effectivement il y a une différence d'état de conscience, c'est-à-dire que le rêve est un état de conscience qui est très proche de l'état de veille. On pourrait dire que les états d'hypnose, l'hypnose par elle-même, est un état qui peut favoriser l'état de rêverie.
Et sur le plan électroencéphalogramme, on s'aperçoit que les rêves, lorsqu'on est en phase de rêve paradoxal, le cerveau produit des ondes souvent de fréquence alpha, c'est-à-dire que des fréquences très harmonieuses. D'accord. Alors donc, ce rêve, que signifie-t-il? Pourquoi rêve-t-on? Alors pourquoi rêve-t-on? Alors il y a plusieurs raisons. Pendant très, très longtemps, on s'est intéressé à ce domaine-là, et notamment les psychanalystes qui en ont fait véritablement le tenant et les aboutissants de leur démarche. Alors bon, sur le plan de la question de l'inconscient, il est évident que ce domaine-là a été particulièrement abordé, étayé par Freud à ce niveau-là. Bon, l'inconscient a été un grand révélateur, enfin en tout cas ça a été un révélateur d'aborder cette question-là de manière, on va dire, beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide à ce niveau-là. Maintenant, la science a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, et au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup moins enclin à dire que c'est simplement une question d'inconscient. Le rêve, à quoi sert-il principalement? D'abord, une des fonctions principales du rêve, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, c'est très intéressant de savoir ça, c'est non seulement intéressant, mais c'est qu'en plus c'est indispensable de le savoir, c'est sur le domaine de notre mémoire. Alors, vous savez que la mémoire, c'est un des domaines les plus fondamentaux, parce que si on ne se souvient pas ce qu'on a fait la journée précédente, on va être bien embêté. Eh bien, le rêve, on le sait aujourd'hui, est le vecteur d'un bon fonctionnement, de fixation des informations de la mémoire. Je m'explique. Le professeur Jouvet avait fait une expérience avec des chats, et notamment pour voir si la mémoire impactait ou pas, enfin si les rêves impactaient sur la mémoire. Parce que les chats sont des grands dormeurs, sont des dormeurs professionnels, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Et donc les chats rêvent beaucoup, ils passent beaucoup de temps à rêver. Et ils ont mis un chat qui se trouvait, donc ils l'ont posé sur un tabouret, et il avait l'habitude de dormir sur ce tabouret, il était très, très bien là. Et on avait mis une petite piscine en plastique, vous savez, ces piscines d'enfants, là, toutes petites, minuscules pour les bébés, et on avait rempli d'eau. Et on a mis le tabouret au milieu de la petite piscine et rempli d'eau. Et le chat voyait bien qu'il y avait de l'eau autour. Et comme chacun sait, les chats n'aiment pas trop l'eau. Et on lui mettait bien évidemment son repas, ses croquettes, à l'extérieur de la piscine. Bon, il dormait, il rêvait, et puis quand il se réveillait, hop, il voyait qu'il y avait à faire un bond pour sauter au-delà de la piscine. Alors c'est ce qu'il faisait, il sautait au-delà de la piscine pour pas tomber dans l'eau, et il allait manger. Puis quand il voulait se reposer, il sautait de nouveau et il se retrouvait au milieu de la piscine, mais sur le tabouret. Donc c'était devenu une habitude. Et le professeur Jouvet avait branché des petites électrodes d'électroencéphalogramme sur le chat pour voir où il en était au niveau de son sommeil. Et quand on s'est aperçu qu'il rêvait, et il rêvait souvent bien sûr, on le réveillait systématiquement. On faisait un réveil forcé du matou. Alors il n'aimait pas trop ça bien sûr, mais bon, ça c'est pas d'importance. Et donc, dès qu'on détectait sur l'électro qui rêve, hop, on réveille le chat. Et on s'est aperçu d'un phénomène étonnant. C'est que, au bout de 2-3 jours, je ne sais plus exactement, lorsque le chat, si vous voulez, se réveillait en sursaut de lui-même, et qu'il voyait les croquettes, eh bien, il sautait, mais il ne se souvenait plus qu'il y avait la piscine. Alors qu'avant, il était aux aguets, il savait qu'il y avait tout en dessous. Et il a fait plouf. C'est-à-dire qu'il est tombé dans l'eau, mais parce qu'il avait oublié qu'il y avait de l'eau au-dessous. Donc on s'est aperçu en fait que la privation de rêve est un élément qui va défavoriser, enfin en tout cas impacter de manière importante sur notre capacité à retenir les informations que nous avons acquises. Et c'est là tout le drame, c'est que dans notre société, on s'aperçoit que depuis quelques années, les gens se couchent de plus en plus tard. Or, les rêves les premiers rêves de la nuit, c'est-à-dire ceux qui, on va dire, pour une personne qui se coucherait normalement à 23h et puis qui se lèverait vers 7h du matin, les rêves entre 23h et minuit sont les rêves qui vont fixer dans la mémoire ce que la personne a acquis dans la journée. Et donc, ils vont fixer, analyser, ranger, un peu comme dans un magasin, tous les éléments d'information que l'on a acquis dans la journée et vont les classer. Le rêve classe les informations dans son cerveau
et notamment dans sa mémoire. Le problème, c'est que pas tellement d'acquérir des connaissances, le tout c'est de savoir où est-ce qu'on les classe. Et quand on a une bonne mémoire, c'est qu'en fait on sait où elles sont placées et aller les chercher là où il faut. Eh bien, quand on néglige de rêver entre, par exemple, cette période de 23h à minuit, on va se coucher un peu plus tard, on va veiller, puis que ça va devenir une habitude, eh bien, on n'aura plus ce classement, on n'aura plus cette capacité à ranger les informations acquises de la journée. Et le problème, c'est qu'on va s'apercevoir que très vite, on a une perte de mémoire. Alors justement, ici, nous recevons à la radio des scientifiques qui nous parlent souvent de conscience délocalisée. Alors, on pourrait supposer que le rêve ne se situe pas spécialement dans le cerveau, il se situe dans des champs comme les champs morphiques dont parle Jacques Bousquet. Qu'en pensez-vous? Alors, j'en pense que c'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire plusieurs strates. C'est-à-dire que il est exact que il y a une partie, on va dire, alors je dirais le contenu du rêve. Parce qu'il y a le rêve, c'est-à-dire dans sa fonction physiologique, et il y a le contenu du rêve. Alors ça, c'est autre chose. Le contenu, la partie physiologique, c'est elle, là, par contre, c'est quelque chose qui est, on ne peut pas dire qu'elle est à l'extérieur du cerveau, puisqu'elle s'observe. C'est-à-dire que, par exemple, quand on observe une personne qui rêve, sur le plan encéphalographique, ça se voit. Ouais. C'est pas quelque chose qui est virtuel, c'est pas quelque chose qui est mental, c'est quelque chose qui est physique. Parce que il faut savoir que pendant le rêve, c'est une des périodes les plus privilégiées. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des domaines. D'ailleurs, pourquoi je me suis intéressé au rêve, c'est que on parle de développement des capacités de notre cerveau, on parle de développement de nos capacités psychiques. Mais il faut savoir qu'un des moments privilégiés de notre journée de 24 heures, où notre cerveau entre en hyperpuissance, c'est pendant le rêve. Dans la journée, nous avons 30 à 40% de nos neurones en activité. Alors que lorsque l'on rêve, on peut monter jusqu'à 70% d'activité cérébrale sur le plan neurologique. Donc, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le cerveau, là, est dans un fonctionnement optimal. D'où l'intérêt de s'y intéresser, d'ailleurs. Parce que c'est justement là que le cerveau est puissant. Maintenant, quant à dire que notre rêve pourrait accéder ou toucher un environnement qui serait autre, c'est-à-dire une autre sphère, un autre niveau de conscience, alors la réponse c'est oui, mais. Oui, parce que on sait aujourd'hui, notamment par des travaux qui ont été menés par le docteur Stanley Krippner, qui s'intéresse au domaine de l'hypnose, mais aussi notamment des rêves et de la télépathie, que le rêve étant physiologique, il a, lui, la capacité, par le fait qu'il n'y a pas, je parlais tout à l'heure il n'y a pas de censure, rappelez-vous ce que je disais, il n'y a pas de censure. Eh bien, le rêve, n'ayant pas de censure, lui permet, si vous voulez, d'ouvrir une sorte de vortex, pour ça comme ça, qui lui permettrait de capter des informations qui sont des informations que les sens classiques n'auraient pas accès. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, on s'est intéressé au domaine de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Y a-t-il quelque chose qui est un univers de conscience qui serait un univers de conscience au-delà d'eux? Et Jung a été un des précurseurs, un élève de Freud, qui disait il y a très vraisemblablement un inconscient collectif, un inconscient qui nous relierait tous les esprits, toutes les consciences, tous les savoirs, mais c'était du supposé. Au jour d'aujourd'hui, on en est quasiment sûr, c'est-à-dire que lorsque l'on se met quand on rêve, le rêve est un véhicule en fait. Le rêve est un véhicule qui permet d'accéder dans certaines situations, dans certains cas, et chez certaines personnes, peut-être qui se sont entraînées notamment, à ouvrir un cheminement qui permet d'aller accéder à cet au-delà qui est notamment l'inconscient collectif. Donc, c'est pas le rêve en tant que tel qui est à l'extérieur, ailleurs, mais c'est les informations que nous captons par le rêve qui peuvent l'être. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur.
Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour, toujours dans la clé du mystère, toujours en compagnie de Didier Pénissard. Nous parlons du rêve lucide. Alors quelque part, ça fait penser aux personnes qui vivent des NDE. Donc ces personnes nous disent qu'ils sont partis ailleurs, donc dans un autre univers que l'univers physique. Donc on peut considérer que le rêve, c'est à peu près la même chose. C'est déjà une délocalisation quelque part de la conscience. Je dirais que les informations peuvent être délocalisées. C'est-à-dire les informations qui sont captées dans le rêve, elles peuvent effectivement être captées, délocalisées dans un univers extérieur. Bon, au jour d'aujourd'hui, on l'appellerait un conscient collectif. Oui, ou le champ unitaire ultime, comme dit Jacqueline Bousquet, par exemple. Oui, peu importe le terme, mais je pense que vos auditeurs comprennent à peu près le sens de cette démarche. C'est-à-dire que il y a quand je parlais de strates de conscience, ben là, il y aurait une conscience qui serait bien évidemment plus universelle, et lorsque l'individu dort et qu'il rêve, eh bien, s'il est suffisamment entraîné, notamment, parce que ça nécessite un certain entraînement, eh bien, le véhicule des informations, c'est-à-dire le contenu du rêve, peuvent être effectivement des informations qui viennent de ce monde, on va dire, extérieur. Alors tout le monde rêve, pourquoi certaines personnes ne s'en souviennent pas? Alors ça c'est très simple. En fait, la majorité des gens ne se souviennent pas de leurs rêves. C'est-à-dire que c'est pas... oui, c'est à peu près 7 à 8 personnes sur 10, si vous posez la question, ils vous diront ah oui, je rêve, mais je ne me souviens pas. D'abord, tout le monde rêve, et si d'ailleurs on ne rêvait pas, on serait sans doute mort. Déjà, je vous ai parlé de la mémoire, donc on se souviendrait même pas on serait incapable de se souvenir de quoi que ce soit, donc déjà ce serait invivable. Mais d'un autre côté, on rêve tous. D'abord, ce sont les animaux à sang chaud, les mammifères, qui rêvent. Par contre, les animaux à sang froid, les lézards, les serpents, tout ça ne rêvent pas. Ah, pourquoi? Donc, pourquoi? C'est que la température du corps est un vecteur du fonctionnement du rêve. C'est-à-dire que quand on fait baisser la température du corps, on ne peut plus rêver. Donc en fait, on se met à rêver quand le corps est à une température convenable, qui lui sera sans doute aux alentours de 36,5-37 degrés. Donc le fonctionnement cérébral, et notamment par l'intermédiaire des rêves de la nuit, ne peut fonctionner qu'à condition qu'on ait une température calorique, en tout cas chaude. La question est pourquoi on ne se souvient pas de la majorité de ces rêves? Eh bien, c'est très simple. En réalité, c'est parce que c'est culturel. C'est-à-dire que dans notre culture, et notamment notre culture à nous, très très matérialiste, où on s'intéresse au monde extérieur et très peu au monde intérieur, eh bien, le rêve a cette particularité. Alors, j'ai envie de dire qu'il est très susceptible, le rêve. Il y a une sorte d'entité qui est très susceptible. Je m'explique. C'est-à-dire que le rêve, vous vous en souviendrez qu'à une condition, c'est que le rêve, vous vous intéressiez à lui. Je m'explique souvent, je fais l'expérience, quand je fais une conférence sur ces sujets, les gens sont incroyablement étonnés en se disant « Ah, mais alors j'aurais jamais supposé, imaginer que mes rêves avaient une telle importance dans ma vie. » Parce que je peux vous assurer qu'il y a énormément d'importance dans les rêves. Et quand les gens se découvrent ça, c'est une révélation. Ils se disent, mais alors, je suis passé à côté de ma vie de rêve comme si c'était quelque chose qui n'était pas important, alors qu'en réalité, c'était tout aussi, c'est même certain, aussi important que notre vie extérieure. Eh bien, figurez-vous, il se passe un phénomène absolument extraordinaire. Dès l'instant où les gens se sont intéressés au monde de leurs rêves, et notamment en une simple intervention qui va durer 1 heure ou 1 heure et demie, eh bien, le soir même, les gens vont se coucher, et le lendemain, je reçois des messages qui me disent « Mais Didier, c'est extraordinaire,
J'ai rien fait de spécial, mais je me suis rappelé de mes rêves cette nuit. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nos rêves, on s'en souvient à la condition, c'est qu'on s'intéresse à eux. Dès lors où on s'y intéresse, qu'on se dit, ah ben ça devient aussi important que ma vie extérieure, alors le rêve un peu se tourne vers vous en disant, ben, puisque tu t'intéresses à moi, alors tu vas t'en souvenir. Bon, il y a d'autres paramètres, évident. Il y a d'autres paramètres. Mais au moins celui-là, c'est le principal. C'est une question de culture. Justement, j'allais vous poser la question suivante. Comment se fait-il à l'opposé, justement, que certaines personnes, alors là je vais parler pour moi, se souviennent de leurs rêves, mais comme si c'était... on ne fait pas la différence entre la vie que l'on vit là dans le monde physique à l'état d'éveil et le rêve. Moi, des fois, j'ai certaines séquences, je me dis, au fait, c'était dans la réalité ou dans le rêve? Et c'est vraiment très net. Je me rappelle de certains rêves comme si j'avais vécu ce que j'ai vécu hier dans la journée, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, la notion de réalisme, c'est ça, hein? Oui, oui. Le fait que la notion de réalisme des rêves est quelquefois tellement déroutante que, bon, des fois c'est génial, mais des fois ça peut être aussi, on peut en avoir peur. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que les cauchemars, les gens qui vivent des cauchemars, enfin on a tous vécu au moins un cauchemar dans sa vie, c'est pas agréable du tout parce que l'expérience que l'on en fait, c'est que c'est comme si c'était la réalité. Ah oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que le cauchemar devient une forme de réalité et on ressent toutes les sensations, les émotions, les perceptions, tout est vécu comme du vrai. Hein. Vous savez que Jouvet avait aperçu que notamment il y a cette fameuse substance qui nous permet de nous paralyser la nuit pendant que nous rêvons. Je parlais tout à l'heure. Mais figurez-vous qu'heureusement qu'on a ça, parce que, en fait, toujours avec l'expérience sur des chats, lorsque des chats avaient une pathologie qui leur, justement, faisait que pendant qu'ils rêvaient, ils n'avaient pas cette substance qui se sécrétait, eh bien, ce qui se passait, c'est qu'en fait, le chat se mettait à vivre en réel ce qu'il rêvait. C'est-à-dire que si, par exemple, il se mettait à rêver qui courait une souris, eh bien, son corps se mettait à courir dans tous les sens. Mais comme il rêvait, il tapait contre les murs, contre les chaises, mais jusqu'à temps qu'il se réveille. Mais voilà. Donc, ça veut dire que cette substance qui nous empêche de bouger nous évite d'être des somnambules. Oui, tout à fait. Alors, si on parle du rêve et si on parle de la vie en ce moment, ce que l'on vit, est-ce que finalement le rêve, c'est pas une autre réalité qui est aussi réelle finalement que ce que l'on vit en ce moment? C'en est une, mais avec toujours l'idée du contenu. C'est-à-dire que le rêve, physiologiquement, lui, non. Mais le contenu qu'il y a dedans, il y a de façon tout à fait évidente qu'une parcelle de ces informations qui nous parviennent dans le rêve sont des informations qui viennent effectivement de cette autre sphère. Mais pas toujours. Et le plus difficile, c'est que, et c'est notamment le professeur Stanley Krippner qui l'a mis en avant, c'est que ces informations qui viendraient d'un autre univers, en quelque sorte, d'une sorte d'autre réalité, d'autres dimensions de la réalité, sont mélangées quelquefois avec des informations plus terre-à-terre du rêve. Et le tout, c'est d'arriver à les décortiquer, d'arriver à d'aller les chercher. Et c'est peut-être là, justement, l'intérêt du rêve lucide. Alors, j'ai eu un intervenant qui me disait qu'il faisait des sorties astrales, qui travaillait avec Robert Monroe, et qui me disait que le rêve, c'était l'antichambre de la projection astrale, et que par le rêve lucide, justement, il pouvait provoquer des sorties astrales. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le terme de sortie astrale est un terme qui, pour moi, est un peu nébuleux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle sortie, c'est de manière un terme un peu ésotérique, astrale, est en fait quelque chose qui a été expliqué et démontré. Vous parliez tout à l'heure de NDE. Oui, voilà. Il faut savoir que lorsque des gens vivent des near-death experience, c'est comme ça qu'on les appelle, il y a une sorte de projection de la conscience qui quelquefois leur permettent à ces personnes qui sont en état de mort imminente,
d'accéder par exemple à des informations qui se situent dans une pièce d'à côté ou Tout à fait, au plafond, etc. Bon. Eh bien, ce qu'on a appelé sortie astrale pendant pas mal de temps, en fait aujourd'hui, on le nommerait, on a étudié ça notamment scientifiquement dans des laboratoires de parapsychologie et aussi, toujours encore le professeur Stanley Krippner, lui il l'appelait plutôt projection de la conscience. Pourquoi ? Parce que en fait c'est pas une partie totalement de nous-mêmes qu'on s'évacue dans un rêve vers un autre monde. Non, c'est une partie de notre conscience, comme une sorte de sonde, qu'on enverrait dans l'espace, sauf que là, elle utilise le véhicule du rêve pour accéder à des dimensions qui sont effectivement des dimensions que sur le plan de la conscience terre-à-terre, nous ne pouvons pas accéder. Seul le rêve nous le permet. Donc en fait, on pourrait appeler ça plutôt une sorte de projection de l'esprit par l'intermédiaire du véhicule, le véhicule d'une voiture. Oui, là en l'occurrence c'est une sonde, oui, qui nous enverrait dans ces sphères. Et les travaux qui ont été menés notamment avec un sujet psy qui s'appelait Ingo Swann. Ingo Swann était un sujet qui a été étudié pendant plusieurs années, et notamment lui faisait des rêves, et lui il n'appelait pas ça de sortie de l'astral, il l'appelait aussi de la projection. Il faisait des rêves en état de rêve lucide, et il arrivait à projeter sa conscience hors de lui dans des lieux qu'il pouvait donc au départ fixer, c'est-à-dire qu'il avait des cibles. Et pendant les premiers essais qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait expérimenté avec Ingo Swann dans un laboratoire l'idée qu'on pourrait l'emmener dans des régions notamment du système solaire. Ça paraissait fou comme expérience, et pourtant comme il était un sujet psy étudié et fiable, alors il se mettait dans un état donc de rêve lucide, il dormait et il était lucide et il projetait sa conscience dans son esprit pour aller à des endroits bien précis où on lui demandait d'aller voir, et notamment à l'époque on lui a demandé d'aller voir les anneaux de la planète Saturne. Et en réalité, on savait absolument peu de choses. À l'époque, on n'avait pas envoyé les sondes comme les sondes Mariner à l'époque, et il est revenu avec des informations qui étaient d'une précision incroyable en disant mais il n'y a pas 5 anneaux, mais il y en a des milliers. Alors au départ, les astrophysiciens, quand ils ont eu ces informations qu'on leur a remises du laboratoire d'expérimentation avec Ingo Swann, ils disent mais c'est complètement fou, c'est pas vrai, c'est pas possible. En réalité, quand on a envoyé quelques années après, la fameuse sonde Mariner, et qu'elle a frôlé la planète Saturne, s'est aperçu que les informations qu'avait données en rêve lucide Ingo Swann étaient tout à fait exactes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas 5 anneaux, mais des milliers. Anne Gévaudan parle de ces choses-là. Oui, on retrouve ça à peu près dans plusieurs expériences, dans plusieurs vécus, etc. Oui, absolument, oui. Comment peut-on analyser ces rêves ? Par exemple, quand on fait des rêves, comme moi j'en fais, certaines personnes font des rêves très très nets, on s'en souvient, on se souvient des scènes, on se souvient de tout ce qui s'est passé. Comment peut-on analyser le contenu du rêve ? Est-ce qu'il y a quelque chose à analyser d'ailleurs ? Oui, absolument. D'abord, il faut savoir que le rêve, c'est un travail. Alors, c'est un travail, c'est extraordinaire, parce que la nuit, on va dormir, en fait, on devrait dire on va travailler. C'est-à-dire que le rêve et comme je l'expliquais, c'est un des rares moments où le cerveau entre en hyperactivité, en hyperpuissance neurologique. Il faut savoir que vos problèmes, tout le monde a des problèmes. Les problèmes que nous avons dans notre journée, et c'est un des éléments qui souvent fait que les gens s'intéressent à leurs rêves. C'est-à-dire que, voilà, je vais essayer de résumer de manière la plus claire possible. Nous avons tous des problèmes, mais on essaie de résoudre ces problèmes en grande partie avec notre conscience logique. Bon, ça peut nous rendre service. Ouais. Mettons, si c'est par exemple quelqu'un qui vous dit comment faut-il pour se retrouver, pour aller à tel endroit, c'est un problème. Mais vous allez utiliser votre logique pour résoudre ce problème-là. Mais il y a d'autres problèmes qu'on ne peut pas résoudre par la logique. Des problèmes existentiels, c'est vrai, ouais. Des problèmes d'ordre quelquefois psychologique, des peurs,
la peur de ceci, des manquements de cela. Bon, il y en a plein de problèmes. Eh bien, figurez-vous que les rêves servent à cela. C'est-à-dire qu'une partie de nos rêves, pour peut-être le principal d'ailleurs, vont la journée, pendant que vous êtes actif, en ce moment même par exemple, pendant qu'ils nous écoutent, les auditeurs, eh bien une partie de leur inconscient est en train de travailler à réfléchir, à construire des rêves, des histoires, des films, des véritables scénarios qui vont être en quelque sorte la réponse à des solutions que nous cherchons tant et tant. Le problème, c'est que si on ne s'intéresse pas à nos rêves, ces solutions nous sont données sur un plateau d'argent chaque nuit, mais on regarde ailleurs. Et on se dit, j'ai toujours mon problème. Et il y a une peuplade qui s'appelle les Sénoïs, et cette peuplade, elle, au contraire, elle a créé sa société, sa vie en société, autour du rêve. Et elle l'a fait de manière absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le comportement de ces gens-là, cette population, cette peuplade, c'est qu'elle est d'abord assez particulière au sens où ce sont des gens qui sont extrêmement bien. C'est-à-dire qu'ils vivent un état de bonheur quasi permanent. Le stress, les tensions, par exemple, les tensions entre eux n'existent quasiment pas. Alors ça a été intéressant, je dis, mais comment ces gens-là peuvent-ils vivre comme ça? Eh bien en fait, c'est parce qu'ils cherchent, quand le matin ils ont dormi, comme tout le monde, eh bien ils se réunissent, ils font une sorte de réunion d'ensemble, là, du groupe, et ils vont confronter, se dire leurs rêves, et essayer de trouver dans les rêves des éléments de solution qui sont des problèmes existentiels pour lesquels la logique ne pourrait pas résoudre. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que beaucoup de problèmes leur sont résolus. Et bien dès lors où on commence à s'intéresser à ces rêves, on s'aperçoit ceci, et alors c'est quelque chose de fantastique, c'est que la majorité de nos problèmes existentiels sont résolus dans nos rêves. Alors vous allez me dire, mais comment on les résout? Comment on arrive à comprendre ces rêves? Alors déjà ça, il faut d'abord avoir bien ça en tête. Les rêves, nos rêves, servent en grande partie à résoudre nos problèmes. Déjà ça motive à s'y intéresser. 2, comment on va essayer de savoir quel est le contenu, ce que ça veut dire en fait? La première des démarches, c'est de ne pas chercher à les interpréter. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir un livre, une clé des songes, et là ce serait, à mon avis, une erreur, parce que ça ne voudrait rien dire. En réalité, les rêves ne trouvent pas la clé d'un rêve dans une clé des songes. Parce que chaque rêve a son propre message, j'ai envie de dire sa propre signature. Si moi je rêve d'un champ de coquelicots, ça n'aura pas la même signification que si vous rêvez d'un champ de coquelicots. Tout à fait. Oui. Parce que pour moi, le champ de coquelicots, ça veut peut-être dire quelque chose qui me rappelle quelque chose dans mon enfance. Oui, alors que pour vous, ça peut être un autre rappel qui est tout différent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc la clé des songes, il faut déjà l'écarter. 2, le deuxième élément qui va permettre de comprendre le rêve, donc vous voyez, on n'interprète pas, mais on comprend le rêve, c'est de considérer qu'un rêve, et ça c'est d'une importance capitale, je le dis souvent, je suis obligé de le répéter parce que tellement les gens n'arrivent pas à assimiler cette idée-là. Un rêve qui est pris de façon isolée, c'est-à-dire qu'on le prend tout seul, ne veut en grande partie rien dire, sauf quand il est télépathique, sauf quand il est, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Oui, oui. Mais la majorité, 99% de nos rêves, de nos nuits, si on le prend isolément, ça ne veut rien dire. Un rêve, c'est un puzzle. Si je vous donne un morceau de puzzle, et que je vous dis que c'est quoi cette image, vous allez me dire, j'en suis incapable. Ouais, je ne peux pas savoir ce que c'est. Eh bien, c'est pareil, le rêve. Le rêve, il a besoin d'avoir plusieurs pièces pour que le puzzle se construise. Or, quand on, jour après jour, j'ai envie de dire nuit après nuit, sommeil après sommeil, on collecte des rêves, alors 8, 10, 15, souvent ça va assez vite, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle un point commun, un dénominateur commun au rêve. C'est-à-dire que si par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure des coquelicots,
Mais si par exemple cette nuit, je fais un rêve où je vois un champ de coquelicots, bon, je sais qu'un rêve pris isolément ne veut rien dire. Je le note quand même. Puis la nuit suivante, je fais un rêve où je vois par exemple, je sais pas, quelqu'un me lance des tomates, bon, à la figure. Je peux considérer l'expérience que je suis humilié. Oui, mais je note tout. Et puis la nuit suivante, je fais un autre rêve où je vois que je suis en train de prendre je suis en train de couper quelque chose et hop, je me coupe le doigt. Déjà, on peut s'apercevoir qu'il y a un point commun, c'est la couleur rouge. Le sang qui coule, si je me suis coupé, les tomates, c'est de couleur rouge, et puis le coquelicot, c'est rouge, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver, en ayant 4, 5, 8, 10 rêves, à découvrir que dans le contenu de nos rêves, il y a toujours un point commun. Et ce point commun, qui est le dénominateur commun, va être l'élément qui va vous expliquer, qui va vous révéler ce dont vous étiez en train finalement, de chercher depuis longtemps. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour, toujours dans la clé du mystère, toujours en compagnie de Didier Pénissard. Nous parlons du rêve lucide. Alors vous parliez de télépathie à l'instant. Oui, la télépathie et le rêve. Alors ça, c'est des questions qui étaient en relation avec justement cette dimension d'un univers extérieur. Là, on est vraiment dedans et au sein même de ça. C'est-à-dire que Stanley Krippner s'est aperçu que lorsque l'on rêvait, c'était le moment privilégié où les informations, on va dire, dites extrasensorielles, des informations qui ne peuvent pas passer par le stade de nos 5 sens habituels, peuvent être transmises. C'est-à-dire par exemple, il a fait des centaines et des centaines d'expériences qui ont réussi, où on mettait ce qu'on appelle un émetteur, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans une pièce, et un autre qui était un dormeur. Alors ce sont des gens pas foncièrement entraînés, et j'allais dire le commun des mortels est capable de le faire, et ça marche. C'est-à-dire que l'émetteur, lui, attend que la personne soit en état de sommeil, paradoxal, c'est-à-dire qu'on détecte sur l'électroencéphalographe que l'électroencéphalogramme est justement en état de rêve, et à ce moment-là, l'émetteur envoie un message par la pensée qui est, par exemple, de transmettre une cible qui est une image, par exemple, ça peut être la représentation d'un pont, d'une fleur, allez savoir. Et on réveille aussitôt le dormeur, de façon à ce que les autres rêves ne viennent pas interférer dans sa mémoire, ce qui pourrait troubler un peu le résultat. Donc on réveille aussitôt la personne et on lui demande ce à quoi elle réveille. Là, quand on la réveille dès qu'elle était en phase paradoxale, et ça tout le monde peut le faire, on s'en rappelle tous. Donc elle note. Et puis on fait des comparatifs, notamment Krippner avait fait des comparatifs, et là on découvre des choses qui dépassent l'entendement, c'est-à-dire que les taux de réussite au niveau des informations entre l'émetteur, l'image mentale qu'a transmis l'émetteur, ou le message mental qu'a transmis l'émetteur, et ce qu'a reçu le percipient, c'est-à-dire le rêveur, souvent est corroboré par des informations exactes. Quelle différence entre un songe et un rêve ? Si vous voulez, d'abord il faut savoir que lorsque on est enfant, on a naturellement une fonction à rêver, à être un peu dans ses songes, au sens de songer. Tu songes à quoi ? Par exemple, lorsqu'on est en classe et que quelquefois on avait l'esprit à bailler aux corneilles, comme on nous disait, ouais. On nous le reprochait. Notre esprit se mettait à songer aux vacances, à la récréation, à la jeune fille, et puis on était ailleurs. C'est-à-dire que pendant un bref moment, on n'entendait plus rien, on était ailleurs. Bon, ces périodes de songe sont des rêves, on va dire, qui sont lucides, oui, mais qui sont bien évidemment très, très brefs. Ils peuvent durer 2 secondes, 3 secondes. Mais vous savez, on rêve des périodes de songe comme ça, ou de songe lucide, on en rencontre, vous savez, même en conduisant. Vous conduisez, et puis vous entrez dans
dans une sorte de petit village, puis hop, vous vous mettez à songer à quelque chose qui vous a complètement mis ailleurs, et en une fraction de seconde, vous êtes dit ailleurs, et vous êtes sorti du village, vous n'êtes même pas rendu compte que vous avez traversé le village. C'est vrai. Eh ben, c'est un phénomène de songe, un songe lucide, on va dire. Alors que le rêve, par lui-même, nécessite d'être dans une phase paradoxale où le corps, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, est paralysé. Tout à fait. Oui. Alors, vous donnez des conférences ? Oui, notamment des conférences et des séminaires. Oui. Alors, comment se passent ces conférences ? Si vous voulez, d'abord, moi je pense que Pierre Flucher, un auteur d'un livre qui disait La révolution du rêve, moi déjà, mon rôle est que c'est d'abord de faire prendre conscience que les rêves, c'est tout aussi important que la vie extérieure. Si j'arrive à faire passer ce message, et je pense y parvenir, c'est que les gens, quand ils repartent, disent « Mais alors, mes 5 ans de vie à rêver ont une importance à égalité, aussi bien que de me rendre à mon travail le matin, que de faire mes études, que de m'occuper de ma famille, etc. » C'est-à-dire que la prise de conscience que le rêve est un état de conscience qui peut à la fois apporter beaucoup de réponses au niveau des problèmes, et c'est pas rien, qu'il permet d'avoir une efficacité meilleure et d'une meilleure compréhension de soi, parce que on a abordé ça, mais le rêve, c'est aussi d'apprendre à une connaissance de soi absolument fantastique. Eh bien, j'aurais réussi ma mission. Et puis après, il y a ceux et ceux qui veulent apprendre à faire du rêve lucide, parce que c'est une technique qui s'apprend pour le coup. C'est-à-dire que là, c'est pas inné, hein. Autant rêver, c'est inné, hein, pas besoin d'apprendre à rêver. Autant le rêve lucide nécessite un apprentissage, on va dire, méthodologique, une forme de protocole. Alors ce qui est drôle, c'est que, pour reprendre les propos de Jacqueline Bousquet lors d'une émission, elle nous disait que finalement le rêve, on était plus dans la vraie vie quand on était dans le rêve, et que ce monde, le monde physique où nous vivons, il n'existait pas en tant que tel, nous le rêvions, c'était un rêve collectif. Il y a peut-être beaucoup de vrai là-dedans, et moi-même je m'y interroge parce que si on arrive à accéder à cet inconscient collectif pendant nos rêves, par l'intermédiaire du véhicule de nos rêves, du contenu, alors pour le coup, vous parliez tout à l'heure de ces personnes qui ont vécu des NDE, qui ont atteint cet état d'hyperconscience, où quand on étudie ce qu'ils disent, c'est j'avais accès à une connaissance où j'avais l'impression que le monde était plus réel que ce qu'on je connaissais. Ah oui, tout à fait. Si tant est que le rêve nous permet d'être dans certains moments et de toucher justement cette conscience collective, alors pour le coup, on peut effectivement s'interroger sur l'idée que quand on va dans à certains moments des séquences de rêve, oui, on est peut-être dans une hyper-réalité et que le monde réel serait une sous-réalité. Tout à fait. Ça. Tout à fait. Donc, on peut vous retrouver sur Internet ? Oui, alors j'anime un blog qui s'appelle développement-personnel-club.com et ou bien, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un domaine du développement personnel, l'idée d'épanouir sa personnalité, mais le rêve a une grande place dans cette recherche. Donc je suppose qu'on retrouve vos dates de conférences, des vidéos, des renseignements divers. Oui, absolument. Il y a des vidéos en ligne ou de conférences sur ces sujets qui sont des articles aussi que je poste sur ce blog. Didier Pénisser, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était fort intéressant. À très bientôt et une autre fois sur cette antenne. C'était un plaisir aussi et puis au plaisir de revenir. Alors rêvons tous bien, hein. C'est ça. Oui, rêvons tous bien. Oui, rêvons bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.